Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des Friches d'Eldraine, la prochaine édition de Magic l'Assemblée. Les AP sont prévus dans à peu près une semaine maintenant, suivant quand est-ce que sortira cette vidéo. On va vous présenter cette vidéo en plusieurs parties. Première partie, introduction de l'édition, notre petit top 10, et enfin on terminera avec les autres cartes de l'édition sur lesquelles il y a quelque chose à dire. Nous retournons donc sur Eldraine, et donc on va revenir un petit peu sur le premier du nom. Le premier Eldraine a marqué beaucoup de joueurs, puisque déjà il était très fort. Il a impacté à peu près tous les formats. On se rappelle bien évidemment de Oko, mais on avait également des cartes comme Il était une fois, qui ont été bannies quand même de pas mal de formats. Autre fait marquant, c'est que c'était effectivement également la première édition où on avait l'apparition des showcases, également des Planeswalkers borderless. Et c'est là où voilà, on a commencé à voir pour la même édition un peu trop de cartes et des éditions un peu trop difficiles à collectionner. Et dernier fait marquant, c'était également la première édition à avoir subi une augmentation de prix. On va commencer par parler des mécaniques du set. On a deux mécaniques qui font leur retour, qui nous viennent tout droit du premier Eldraine. Les tokens nourriture, qu'on a retrouvés par la suite dans pas mal d'éditions, mais qui ont commencé avec le premier Eldraine. Et également les aventures, avec cette fois-ci une petite subtilité. Dans le premier Eldraine, nous n'avions que des créatures qui avaient cette capacité. Maintenant, nous avons également des enchantements. On a également une nouvelle mécanique qui s'appelle les jetons roll, qui sont du coup des cartes qui permettent de mettre des jetons qui sont également des enchantements. On a pas mal de mécaniques qui tournent autour d'enchantements dans cette édition, on va revenir juste après dessus. Mais globalement, voilà, il faut prendre ça comme vous créez un token qui va enchanter une créature et qui va lui donner des avantages ou des inconvénients, parce que ça peut également concerner les créatures adverses. Et dernière mécanique, la négociation, qui fera que vous allez déclencher un effet supplémentaire quand vous allez sacrifier un jeton, un enchantement ou un artefact. Et pour finir, nous avons le retour d'un système que nous aimons beaucoup, le système des archives, qui est apparu avec Strixhaven. Cette fois-ci, nous avons les contes enchantés, qui sont une série d'enchantements. On n'a que des enchantements, que des réimpressions. Et pour coller parfaitement à Strixhaven, c'est exactement le même système. Une par booster, ça va de Unco à Mythique. Et on a également deux versions des cartes, la version du coup, appelons-la Regular, et également une version japonaise. Mais petite différence par rapport à Strixhaven, cette fois-ci les versions japonaises sont full art, dans un style japonais très anime, c'est un peu différent des Strixhaven, mais avec la langue du booster, et auparavant du coup on pouvait en ouvrir au Japon et dans le booster collector, celle-ci on peut en ouvrir dans tous les boosters, même si ce n'est pas le booster japonais. En termes de gamme de produits, on reste sur du très classique pour un set standard, booster de draft, booster d'édition, booster d'extension, excusez-moi, booster collector, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les collectors c'était également apparu avec le premier Eldraine, des decks commander préconstruits, et maintenant nous allons passer au moment que vous attendez tous, le top 10. Nous commençons avec la 10e position, et donc le cycle des terrains, qui sont des Animeland. Les Animeland, c'était apparu il y a très longtemps dans le pré-Zendikar. Ce sont des terrains qui arrivent engagés, qui font 2 couleurs de mana et qui ont une capacité qui permet de les transformer en créatures avec un petit effet. Ici, nous avons les couleurs ennemies qui étaient déjà présentes dans Zendikar 2 avec d'autres capacités. Ici, on en a 3 qui sont plutôt correctes. Je pense notamment au vert noir qui, en l'animant pour 4 mana, va faire une 4/4 qui, quand elle va attaquer, va créer un token nourriture et exiler une carte d'un cimetière. On a également le blanc-rouge, qui pour 3 mana va devenir une 2/2, qui va pouvoir poser un marqueur +1/+1 sur n'importe quelle créature que vous contrôlez. C'est un petit effet Raging Ravine, pour ceux que ça rappelle. Et le blanc-noir qui sont corrects. Les autres, le bleu-vert et le bleu-rouge, sont un peu en dessous, selon nous. En 9e position, nous avons le garde du corps Renard-Garou, qui a des types assez rigolos, parce que c'est évidemment un renard, c'est un chevalier, et c'est également un elfe. Son effet, c'est une sorte de chasseur de fielleux, un peu boosté aux hormones, il a le même coût de mana, c'est également une 2/2. Par contre, vous allez pouvoir le jouer en flash, et ça c'est déjà un gros up. Vous allez pouvoir exiler n'importe quelle créature, une de l'adversaire ou une des vôtres, et elle va rester exilée tant que la carte reste sur son champ de bataille. Et en dernier, il y a notre capacité, pour 2 mana, vous pouvez le sacrifier et gagner 2 PV. Donc pas mal d'utilité, ça vous permet classiquement de gérer une menace adverse, ça vous permet de sauver une de vos créatures sur un rituel ou éphémère adverse, ça vous permet
de mieux passer les brasses. C'est vraiment une assez bonne carte. En 8e position, nous avons Obira, duelliste rêvante, qui est une fée. On a pas mal de fées dans l'édition. C'est une 2-2 vol flash pour 2 en bleu-noir, qui fait que quand une autre fée va arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'adversaire va perdre 1 point de vie. A notre avis, ça a quand même une bonne tête de commandeur duel pour un tribal fée, puisque bon, déjà elle a le flash et les commandeurs flash sont quand même très très puissants, et les fées quand même très cool également. En 7e position, nous avons Kellan au sang de fée, qui est une créature qui a la mécanique aventure. Commençons par parler de l'aventure, qui est relativement simple. C'est un rituel pour 2 manas, dont un blanc, qui va aller chercher dans votre bibliothèque une carte d'équipement ou d'aura. Et côté créature, c'est une 2-2 double initiative pour 3, dont un mana rouge, qui va faire que vos autres créatures vont gagner +1/+0 pour chaque aura et équipement attaché à Kellan. En termes de jouabilité, quand nous avons vu la carte, nous avons immédiatement pensé à Hammer en moderne. Maintenant, voilà, c'est certainement trop lent pour le pack, et est-ce que le pack en plus a envie de splasher rouge pour cette carte? C'est pas sûr. Par contre, en commandeur duel, le fait que la carte ait une aventure et que la côté créature soit très correcte, et qu'on a eu dernièrement quand même pas mal de cartes qui tournent autour des équipements, ça pourrait avoir une tête d'un bon commandant pour ce genre de pack. En 6e position, nous avons le Chevalier de l'Effroi du Bois Moussu. Encore une fois, une créature avec l'aventure, le côté aventure relativement simple. Donc pour 2 manas, dont un noir, vous perdez 1 point de vie, vous piochez une carte. Et côté créature, nous avons une 3-2 piétinement pour 2 manas, dont un vert, qui va pouvoir revenir du cimetière en jouant l'aventure jusqu'à la fin de votre prochain tour quand elle est morte. C'est un peu technique. Globalement, si elle meurt pendant votre tour, vous allez pouvoir la jouer pendant votre tour. Si elle meurt pendant le tour de l'adversaire, vous allez pouvoir la jouer lors de votre prochain tour. C'est une carte quand même qui est très récursive, en plus sur un effet pas nul parce que ça vous fait en plus un moteur de pioche depuis le cimetière. Très très bonne carte. 5e position, nous avons un cycle mythique d'enchantement. Et pour en revenir avec l'introduction de cette vidéo, ce sont tous enchantements qui ont une aventure. Généralement, voilà, c'est un petit effet qui est pas cher. Et par contre, le côté enchantement coûte très cher et a généralement un gros effet de fin de partie. Si on devait classer ce cycle, c'est notre avis, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire, le meilleur serait pour nous le noir, puis le bleu, le blanc, le rouge et enfin le vert. En 4e position, nous avons le Somnophage Cruel, encore une fois une carte de créature avec une aventure, et encore une fois une aventure assez simple, pour 2 manas, dont un bleu, vous allez pouvoir meuler n'importe quel joueur de 4 cartes, spoiler alert, ce sera plutôt ce que vous allez le faire, et la partie créature pour 2 manas, dont un noir, qui va avoir une force endurance égale à toutes les cartes de créature dans tous les cimetières. Quand on voit la carte, on pense naturellement à Dredge, même si ça va être compliqué de trouver une place parce que c'est un deck quand même qui a pas mal de cartes très fortes, mais il est là. Et pour le multi par contre, ça semble très très fort puisque encore une fois, ça compte toutes les cartes de créature dans tous les cimetières. En 3e position, le Chaudron aux âmes d'Agatha, qui est un artefact légendaire pour 2 manas. Il a beaucoup de texte et on va être un peu original. On va commencer par lire la carte par le bas. Donc la 3e capacité dit qu'en engageant le chaudron, vous pouvez exiler une carte de créature de n'importe quel cimetière et mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. 2e effet, les créatures que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 ont toutes les capacités activées des cartes de créatures exilées par le chaudron. Et enfin, première capacité, vous pouvez payer n'importe quelle couleur de mana pour activer les capacités déclenchées. C'est une carte qui va vous permettre de faire plein de combos rigolos. Je pense notamment à un combo avec Grist, où vous allez pouvoir transformer toutes vos créatures en Grist, c'est assez original. Et d'autres combos qui existent depuis un peu plus longtemps, qui étaient à la base basés avec le limon nécrotique. Le chaudron va le remplacer, et vous allez pouvoir faire la même chose. En 2e position, Implorer le Miroir, un rituel avec un coût de mana assez exigeant, 4 manas, dont 3 manas noirs, rituel. Grosso modo, c'est un tuteur, c'est également la seule carte de ce top avec la mécanique négociation. Donc, négociation, je vous rappelle, quand vous lancez le sort, vous pouvez sacrifier un jeton, un artefact ou un enchantement. Si vous ne le faites pas, vous allez simplement tutoriser une carte. Si vous faites la négociation, vous allez pouvoir non seulement tutoriser la carte, mais en plus la jouer gratuitement, celle-ci coûte 4 ou moins.
Vu le coup de mana sera plutôt joué dans du mono noir, mais on peut très bien penser à aller chercher une Sheoldred, par exemple, ou alors, si vous êtes un peu plus dans le mal, aller chercher une Damnation et la jouer gratuitement. D'autant plus que dans ce cas-là, la négociation ne sera pas très grave, puisque dans tous les cas, le jeton aurait dû mourir quoi qu'il en soit. Et enfin, on va clôturer ce top avec notre top 1, qui est une Unco, bizarrement. C'est le cas, depuis quelques éditions, on a quand même d'excellentes Unco. Ici, on va parler de l'élémental de l'âtre. Encore une fois, une créature avec l'aventure. Pour 2 mana en rituel, dont un rouge, vous allez vous défausser de votre main et piocher 2 cartes. Alors déjà en soi, c'est extrêmement fort. Si vous n'avez pas de carte en main, pour 2 petits mana rouges, vous allez piocher 2 cartes. Et enfin, côté créature, nous avons une 4-5 pour 6 qui va coûter X de moins à lancer, X étant le nombre d'éphémères, de rituels et ou d'aventures dans votre cimetière. Alors pourquoi on vous parle de cette carte? Quand on l'a vue, on a pensé à 2 archétypes en construit. Le premier, c'est bien évidemment Dredge, encore une fois. Quand on voit le côté aventure, il fait absolument tout ce que veut faire Dredge. C'est-à-dire vous débarrassez votre main pour aller au cimetière, et notamment vos créatures, vous allez pouvoir faire revenir. Et en plus de ça, après coup, vous allez piocher 2. Donc à la place de piocher 2, vous pouvez soit piocher 2 si vous en avez envie, ou bien faire le Dredge, justement. Ça déjà en soi, c'est très bien. Et en plus, on va pouvoir faire revenir à moindre coût si on a jeté également des rituels ou éphémères. L'autre archétype qui me vient en tête ici, c'est les decks un peu tempo à base de bleu et de rouge qui vont jouer énormément d'éphémères et de rituels, où là ça va vous permettre de vous refaire une main, clairement, parce que quand vous serez un peu épuisé, vous n'aurez plus de cartes en main, vous allez piocher 2, et en plus, vous allez quasiment tout le temps faire revenir une 4-5 pour un seul petit mana rouge, ça semble très très fort. Et enfin, pour les jeux qui jouent Vengelian, vous allez également bénéficier du coup de l'effet qui va vous permettre de mettre des cartes au cimetière, pour mettre des Vengelian au cimetière, mais également le petit bonus de pouvoir la rejouer à moindre coût avec l'aventure va vous permettre de faciliter justement le retour de ces mêmes Vengelian. Donc c'est également très bon dans ce genre de deck. Voilà pour notre top. Maintenant nous allons passer aux mentions honorables, c'est-à-dire voilà, les cartes dont on n'a pas mis dans le top, mais desquelles on a quand même envie de parler. Et on va commencer avec Ashiok, qui est un Planeswalker pour 5 mana, dont 2 noirs, qui va beaucoup jouer avec l'exil. C'est plutôt une tête d'arpenteur plutôt de contrôle, pourquoi pas dans un mono noir contrôle, en commandeur par exemple avec Sheoldred. Fait intéressant par contre, c'est que c'est le seul Planeswalker de l'édition, et ce sera comme ça également par la suite pour le set standard. C'est suite en fait aux événements qui sont produits pendant l'invasion des machines, où on a pas mal de Planeswalkers qui ont perdu leur étincelle. Ça c'était dans l'édition The Aftermath. Et on aura par contre beaucoup plus de créatures légendaires de différents plans, puisque grâce aux racines de l'arbre royaume, enfin Brise Royaume plutôt, ça a été renommé comme ça, maintenant les créatures légendaires peuvent voyager de plan en plan sans être des arpenteurs. Parlons maintenant de la cavalerie Tremble-Lune. Une carte fait beaucoup parler d'elle, puisque quand on la voit, on pense immédiatement au Behemoth, caveur de cratère. Ça a le même coup de mana, l'une est blanche, la cavalerie, l'autre est verte, le Behemoth. En termes de force endurance, la cavalerie est légèrement au-dessus. Elle a un point de plus de force et un point de plus d'endurance. En termes de capa, on est à peu près dans la même chose, et on va voir tout dans le détail. Reparlons de coup de mana, le Behemoth est vert, ce qui fait que vous allez pouvoir le lancer beaucoup plus rapidement avec notamment des elfes qui ont perdu du mana, etc., etc. En blanc, ça va être beaucoup plus difficile à caster. Et deuxième différence, le Behemoth a la célérité, pas la cavalerie. Donc, ok, vous allez le poser, mais il ne pourra pas attaquer. Mais il va tout de même booster les créatures que vous avez et mettre de grosses patates. Et enfin, un petit avantage de la cavalerie par rapport au Behemoth, la cavalerie va donner le vol, ce qui semble un peu mieux que le piétinement. Je pense que le principal problème de cette carte est tout simplement sa couleur. Le fait que le Behemoth est fort parce qu'il est vert. En blanc, à mon avis, sera beaucoup moins bon. Autre gros avantage du Behemoth, qui est encore une fois vert, c'est le fait de pouvoir aller chercher sur ordre naturel en sacrifiant un elfe. Chose impossible à faire avec la cavalerie. On a également d'excellentes fées dans l'édition, et j'ai jeté pour cela 2 cartes. Le crachetage de sort, qui est une sorte de fuite de mana avec un tribal fée, et également une petite fée, la victime de la malédiction du sommeil, qui est une 3-3 pour 1, qui ok arrive avec des marqueurs étourdissement, mais que vous pouvez dégager avec sa capacité. Autre carte qui mérite d'être mentionnée, la Facilité Ridicule,
Pas forcément pour sa jouabilité, mais plutôt parce que l'effet est original, et pourquoi pas en EDH, que ce soit duel ou multi. C'est un rituel pour 4 mana, c'est d'ailleurs la seule carte avec la mécanique des tokens roll dont on va parler ici. Quand vous allez la jouer pour 4 mana en rituel, vous allez mettre, pour chaque créature que vos adversaires contrôlent, un rôle maudit. Donc c'est voilà, encore une fois une sorte d'aura, token aura maudit, qui a transformé ces créatures en 1-1. Petit truc sympa sur la carte, quand vous payez 2 de plus, donc cette fois-ci en passant à 6, vous allez faire la même chose, simplement vous allez pouvoir la lancer en éphémère, ce qui est beaucoup plus fort et peut faire des choses beaucoup plus rigolotes, comme par exemple faire une phase de blocage assez désastreuse pour votre adversaire, puisque il va attaquer assez confiant, vous allez transformer toutes ces créatures en 1-1 et bloquer. Voilà, carte sympathique, effet original. Petit défaut quand même, c'est que ok, les créatures deviennent des 1-1, mais elles gardent tout de même leur capacité. On vous affiche, pour terminer avec ces mentions honorables, quelques cartes, qui nous semblent intéressantes, mais voilà, on ne va pas s'éterniser dessus parce que on ne voit pas trop où ça rentre. Cette vidéo est bientôt terminée, donc petite conclusion à propos de ce set. Le power level ne me semble pas incroyable, on ne va pas se mentir. Maintenant, on parlera de ça prochainement dans une prochaine vidéo, mais depuis les Modern Horizons, c'est quand même compliqué de faire rentrer des cartes en moderne, en legacy, etc. etc. Cela dit, l'univers est quand même très sympathique, on retrouve bien l'univers des contes de Perrault, avec notamment les 3 sorcières mythiques dont on ne va pas parler parce que, en termes de jouabilité, ça ne nous semble vraiment pas terrible, on peut se tromper, mais voilà, ça ne nous a pas trop inspiré. On retrouve également des types de créatures assez rigolos, on a parlé tout à l'heure par exemple d'un renard et elfe, on a également un lapicorne royal, trop mignon. Il faut dire également que le cycle du coup des enchantements en réédition fait quand même très plaisir, hein, ça apporte beaucoup de valeur au booster. Voilà ce qu'on peut dire sur cette édition, sera certainement très bien drafté, mais pour le construit, il semble assez faible. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous dire en commentaire pour vous quel serait votre top à vous, on pourra échanger là-dessus, hein, on a toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous, ça nous fera toujours plus d'abonnés, ça peut toujours être sympa. Et nous on se retrouve très bientôt. Allez, santé!